Bonjour et bienvenue sur Zeppo, là où les sujets sérieux prennent une pause détente. Installez-vous confortablement et kiffez le moment. Salut Mohamed. Salut Bastien. Un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Yes. Aujourd'hui, on accueillera Martin, personne qu'on a connue dans notre environnement de travail, qu'on a connu à travers des blagues, à travers plein de conneries. Et aujourd'hui, on s'est dit que l'exercice était intéressant de discuter avec lui parce qu'il a une carrière très intéressante. Il a fait plein de choses. Tout à fait. Et c'est un épisode qui tournera un petit peu autour du thème de la reconversion professionnelle, de la reprise d'études, etc. Et aussi de toute la partie introspection de soi pour pouvoir justement évoluer dans sa carrière professionnelle. Tout à fait. Et c'est vrai que là, pour le deuxième épisode, on a tenté pas mal de nouveautés. Déjà, on a une troisième personne avec nous. On a un micro, ça y est, enfin, donc j'espère que ça se ressentira. Et on a essayé de tourner dans un endroit un peu plus chaleureux en extérieur. Donc c'est possible qu'il y ait un peu des bruits de fond par moment. On vous en dit pas plus. Et on vous laisse découvrir l'épisode. C'est sûr qu'après 1 minute 30 de private joke, on peut peut-être commencer par quelque chose de plus accessible. Ouais. Je me présente. Vas-y. Martin. Mais non. Non, c'est moi. C'est lui, c'est moi. Déjà, merci de m'avoir invité pour parler un peu de ma vie. C'est toujours sympathique de parler de soi. J'ai 30 ans. Je travaille dans la même entreprise que vous deux. C'est comme ça qu'on s'est trouvés. Yes. Que dire de ma vie? Posez-moi des questions parce que c'est hyper dur de commencer comme ça. Non mais t'inquiète, en vrai on s'est retrouvés au boulot, mais ce qui est marrant c'est la façon avec laquelle je t'ai connu, parce qu'on n'arrêtait pas de dire conneries sur conneries avec Axel. Ouais, c'est vrai. Et à aucun moment tu t'es dit on peut être sérieux et parler d'un truc à ce moment-là. On embrasse Axel d'ailleurs s'il nous écoute. Bon, il nous écoute, t'inquiète. Ouais, mais du coup, on s'était connus comme ça sur plein de blagues. Et à fur et à mesure, je trouvais que tu avais un parcours qui était assez intéressant. Et tu avais des choses assez sympas à partager. Et du coup, avec ce podcast-là, c'est pour ça qu'on fait appel aux experts. Ça me va un peu mieux comme introduction. Donc, voilà. Ça me rassure. Attention, je sais pas si j'ai un parcours atypique, mais j'ai fait pas mal de types de jobs différents dans le peu de carrière que j'ai eu. Et c'est vrai qu'avant d'arriver chez Schneider Electric, moi j'ai fait une reformation, une spécialisation dans les systèmes d'info et dans la data. Avant, j'étais pas du tout dans l'informatique et du coup, j'ai fait un master en fait, un surmaster, je sais pas comment on peut appeler ça, mais un deuxième master 2, une deuxième année, pour me spécialiser dans les systèmes d'information en reprenant en alternance. C'est comme ça que je suis arrivé dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Ouais, en fait, à la base, je me destinais pas du tout à faire ce que je fais aujourd'hui. Moi, je suis sorti du lycée, je voulais faire une prépa de commerce. Donc déjà, ça reste à peu près dans le même domaine, mais j'ai été accepté dans aucune des prépas que j'avais choisies. Parce que le post-bac, c'est un peu violent, tu fais une liste de 15 choix. C'était sur Parcoursup? Ouais, c'est Parcoursup, voilà. Tu sais, moi je suis un peu plus vieux que toi, donc du coup... C'était l'ancêtre de Parcoursup? Ouais, c'est l'ancêtre de Parcoursup. Okay. À 10 ans, je sais pas si on peut parler d'ancêtre, mais... En tout cas, c'est l'ancienne version de ce que tu as dû connaître. Là, et tu faisais une liste de choix un peu bête et méchante en disant, moi je veux telle prépa pour entrer en école de commerce. À l'époque, c'était un peu l'alpha et l'oméga de ce que tu pouvais faire après être sorti d'un bac ES, quoi. Le fait est que j'ai pas été dans l'alpha ni l'oméga, parce que je suis parti dans aucune des prépas. On a tous retoqué. J'avais une moyenne pas dégueulasse, mais pas incroyable non plus. Donc je suis parti dans la fac et dans une institution publique qui est l'IE, qui est on va dire une sorte d'école de commerce, mais publique. Ouais. Donc il y a quand même une sélection qui est un peu plus basse. En fait, je suis rentré dedans par GEA, qui est un DUT des administrations. On va dire c'est la licence pour accéder après à un IAE, même s'ils sont pas tout à fait connectés, c'est à peu près le chemin classique. Et j'ai appris énormément de choses et ça m'a ouvert beaucoup de voies différentes que si j'avais été en prépa. Donc voilà. Mais ouais, je suis... Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie, Mohamed. Ouais, je voulais juste lui poser la question, est-ce que par hasard, lui aussi, il voulait faire médecine à un moment donné? Non, ça n'a jamais été dans la balance. Et parce qu'en plus, toi aussi, t'as fait l'IAE, non?
Ouais. Il me semble. Ouais, moi j'ai fait l'IAE. Enfin, fait la même formation, enfin la même école en tout cas. Ouais, enfin Donc, moi j'ai c'était, fait l'IAE après l'école d'Angers. Ouais. Et oui, enfin j'ai connu l'IAE aussi. l'IAE de Grenoble. Ouais. Bah, c'est exactement celui que j'ai fait. Ouais. Et en fait, je suis rentré après mon T'étais dans quel quintuple échec de prépa. Hein. T'étais dans quel master? Alors moi, j'étais dans le master management des projets et entrepreneuriat. Ok. Donc ok. c'est un titre assez transparent. T'apprends à gérer des projets et faire de la création d'entreprise. Tout type de projet? Enfin, Bah, c'est de la gestion de projet au axé, sens large. sur l'IT en partie. Non, justement. Vraiment au ça, sens c'est large. Vraiment au sens large, c'est apprendre à gérer un projet. Donc faire un cahier des charges, un planning, un rétro-planning, des responsabilités, puis après suivre un projet sur l'ensemble de sa sa vie, quoi. Les gens qui ont fait la formation avec toi, ils se retrouvent à bosser sur des projets. Par exemple, tu t'aurais pu te retrouver au BTP, par exemple? Et j'aurais pu me retrouver au BTP. Et en fait, ce qui est assez marrant avec ce diplôme, c'est qu'on est quasiment... Sur les 40 personnes de la promotion, aucun à avoir fait de la gestion de projet pure, parce qu'en fait, tu te rends compte que gestion de projet, c'est pas un métier. Ils te le vendent comme un master, comme babysitting d'adultes. Ouais, alors ça dépend de ton contexte d'entreprise, mais c'est un peu ça. Corpo, tout ça. C'est plus que... Autant la partie création d'entreprise, Ça tombe bien. chose de... C'est le principe du podcast. c'est de se détendre un peu. Mais la partie gestion de projet, enfin, je veux dire, tu fais des systèmes d'infos, tu fais des achats, tu fais de la vente, tu gères des projets. En fait, un projet, ça, en soi, c'est pas une finalité, quoi. Et donc toi, à l'IAE, c'est un master que tu as fait Moi, j'ai fait un master. en gestion de projet, c'est ça? Ouais, gestion de projet, entrepreneuriat. Et je trouve ça marrant, dans le sens où tu un master, on te dit souvent que tu vas plus te spécialiser dans un domaine. Mais donc du coup, si je comprends bien, la gestion de projet, c'est quand même hyper large. Et c'est pas un métier en soi. Non, en fait, c'est inclus dans n'importe quel métier de gérer un projet. T'as un besoin qui est client, t'as un besoin interne. Tu démarres le projet à partir du moment où tu identifies le besoin et que tu veux résoudre le problème que ça engendre. Et ça, c'est vrai sur n'importe quel type de métier, je pense. En tout cas, dans le monde du management. Et moi, ma question, c'est du coup, après, quand tu as fini ton master, ou pendant que tu étais dans ton master, comment tu t'es projeté après dans la vie professionnelle? Dans le sens où, tu sais, comme c'est pour moi, enfin, je le vois d'un truc assez généraliste, comment tu t'es dit, je vais plutôt partir là-dedans, plutôt que dans ce domaine-là? Alors déjà, à la base, j'ai commencé, donc je me suis fait retoquer des prépas. Je reboucle, je radote un peu, mais... Et je suis rentré dans la fac au niveau public. Et en fait, l'avantage, c'est que chaque année, tu fais un stage. Donc tu fais une expérience professionnelle. Soit tu peux le faire en alternance, moi je l'ai fait en stage, donc tu as 4 à 6 mois de stage à chaque fin d'année. Et j'ai fait des boulots hyper différents parce qu'en fait, chaque année, tu peux changer. C'est pas comme quand tu t'engages sur un CDI, tu vas rester minimum de 3 ans parce que c'est un peu chiant de faire le process, c'est compliqué de changer toutes les années. Et du coup, j'ai fait à la fois être dans un service commercial chez Chartreuse Diffusion. J'ai été au back-office dans un hôtel au Vietnam. J'ai fait de la gestion de projets sur de la création d'entreprise pour les étudiants. Et le dernier taf que j'ai fait quand je suis sorti de l'IAE, c'était du financement de l'innovation. Donc en gros, européen. Donc en fait, j'avais 4 expériences extrêmement différentes. Et je me suis dit, parce que là, j'avais aucun des jobs que j'avais fait que je voulais refaire. Mais je me suis dit, en même temps, il faut bien que j'arrive avec un CV qui soit cohérent par rapport aux opportunités auxquelles je réponds. Ouais. Donc je suis parti des compétences que j'avais acquises dans les différentes expériences que j'avais. Et je me suis dit, qu'est-ce qui correspond le mieux à mes compétences? Donc c'est un peu comme ça que j'ai trouvé ce que je voulais faire. Et derrière, je suis parti sur Internet. Et je suis parti sur LinkedIn, sur Indeed. Et je me suis dit, qu'est-ce qui correspond à mes compétences? Et j'ai trouvé le poste de business manager en ESN. Okay. Donc ESN, c'est les entreprises du service numérique. Et c'est tout ce qui va être de la proposition de prestations intellectuelles et de consulting pour des entreprises dans le cadre des services numériques. Donc ça va tu fais justement la gestion de projets informatiques, développement aussi, back-office, front-office. Ouais. Voilà, on vend tout type de prestations intellectuelles sous le cadre du service numérique. Ouais. Voilà. Mais enfin, du coup... Je trouve ça super intéressant que tu t'as quand même, comment dire, tu t'es appuyé sur tes expériences professionnelles pour pouvoir faire un choix, en tout cas sur tes stages, parce que, enfin, moi je me rappelle, et ça m'avait un peu marqué, c'est que au moment de choisir par exemple la spécialité ou autre, en fait, on était
plus, en tout cas mon entourage et moi-même, hein, on posait plus la question quels sont les modules qui vont être enseignés, quelles sont les matières qu'on va avoir. Et justement, personne n'avait le réflexe, on va dire, de dire qu'est-ce que concrètement je vais faire plus tard en entreprise. Ou déjà, est-ce que je veux faire de la recherche, de l'entrepreneuriat, du salariat, etc. Tu vois, enfin, ça, je trouve que c'est quelque chose de super bien parce que ça t'évite un peu cette désillusion que tu peux vivre quand tu sais pas forcément à quoi ressemble le monde de l'entreprise. C'est sûr que quand tu sors même d'un master, donc tu as 5 années d'études quand même derrière toi, si tu as eu la chance d'avoir des expériences professionnelles tous les ans, bah, tu sais à peu près être jugé. Si tu l'as fait en alternance, je pense que c'est encore différent parce que l'alternance, ça t'apprend vraiment la vraie vie, entre guillemets, du travail. Mais ouais, t'es un bébé quand tu sors en fait. T'as 5 ans d'études derrière toi, on te dit bah rentre dans le monde professionnel. Souvent en plus, alors un petit peu moins lié, mais souvent dans les écoles de commerce, pour refaire un master dans une école de commerce après, on te dit bah tu vas manger le monde quoi. On te dit ton salaire, ça va être, il va être faramineux quand tu vas sortir. Tu vas être manager, tu vas gérer des gens. En gros, c'est ça le terme. Sauf que déjà, te gérer tout seul en entreprise, c'est compliqué. Tu es dans un environnement où globalement tout ce que tu as appris te sert peu ou pas. Et donc en fait, il faut un peu de prise de recul, d'humilité, de dire bon, qu'est-ce que je sais faire à peu près de mes 10 doigts et est-ce que je peux apprendre ce qu'on va me demander. C'est même pas est-ce que je sais faire ce qu'on va me demander, est-ce que je peux apprendre ce qu'on va me demander dans une période de temps assez abordable pour l'entreprise. Après, pour des métiers techniques comme les tiens, où tu es développeur informatique, il y a des sciences un peu dures, des langages... Il m'a traité de développeur. Tu viens quand même du développement. Pardon, toi en tant qu'ingénieur. Voilà. Chef de projet, monsieur. Mieux là. Ingénieur, chef de projet. Ingénieur. Flattez-moi, continue. Ingénieur, chef de projet, ministre en informatique. J'ai glossé le ministre. Je suis quelqu'un, les gars. Je suis quelqu'un. Tu es team leader. Même pas. Même pas. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que tu as dit, notamment sur l'alternance, je suis d'accord avec toi, ça apporte vraiment de l'expérience, je pense, nécessaire pour faciliter ton intégration professionnelle. Après, là, je te dis ça maintenant, et moi, je suis encore en études, donc je l'expérimenterai l'année prochaine. Donc, je peux pas encore vraiment te dire, je peux pas avoir de retour sur l'expérience de ça, mais c'est quand même l'impression que j'ai. Après, c'est vrai que toi, ce qui est bien à travers tes stages, c'est que tu as pu avoir plein d'expériences vraiment différentes, tu vois. Moi, j'ai eu un stage en 2e année de DUT. Et bah, déjà, je trouve que le DUT, c'est super bien parce que ça t'apprend, c'est assez large. Ça t'apprend à la fois des compétences sur plein de domaines différents. Et tu rentres un peu dans le détail quand même dans chacun des domaines. Alors, tu vois, moi, je sais pas développer comme Mohamed il s'est développé, mais je sais faire du front-end assez basique. J'avais appris pendant mon DUT de la com. J'avais fait aussi de l'audiovisuel, du marketing. Enfin, c'est vraiment varié. Donc ça, je trouve ça très bien. Et donc, à travers toi, tes 4 stages, enfin tes nombreux stages en tout cas, tu as pu vraiment voir des domaines différents. Tandis que moi, j'ai eu qu'un stage à la fin de mon DUT. Et donc, j'ai été dans le domaine, on va dire, plutôt du marketing, communication et un peu audiovisuel. Donc, fatalement, on va dire, je me suis orienté un petit peu là-dedans. J'ai eu la chance que ça me plaise et que c'est ce que je voulais faire. Mais je me dis, si tu te trompes, entre guillemets, c'est toujours attrapable, mais je trouve que les stages, c'est pas mal en ça, quoi. Ça te permet de voir plein de choses différentes. L'alternance, t'es un peu, j'ai pas envie de dire bloqué, mais tu vois, là, ça fait 2 ans que je suis dans la même alternance. J'ai fait 1 an avant, et c'est toujours à peu près dans le même domaine. Ouais, du coup... En ça, les stages aussi, c'est bien, je pense. Le stage a le mérite d'être un peu plus court et moins engageant qu'une alternance qui est minima sur 1 an. Mais encore, tu me diras, je pense que tu as d'autres formats. Mais pour le coup, ouais, c'est un peu toujours pareil. Si tu as l'occasion de faire des choses différentes, ça va t'ouvrir un petit peu la perspective sur ce que tu pourrais ou ce que tu voudrais pas faire. C'est plus ça, moi. Au bout d'un moment, c'est pas tant je savais ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais plus faire. Et ça, c'est important aussi. Ouais. C'est super, enfin, c'est bien, je pense, dans la vie de savoir ce que tu veux pas faire. Et encore plus dans le monde professionnel, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à acquérir comme compétence, entre guillemets. Il y a certaines personnes, je pense, à 40, 50 ans en fin de carrière, qui savent toujours pas ce qu'ils veulent pas faire, quoi. Ouais, ils ont pas pris le recul nécessaire pour se le dire. Ouais.
Après, enfin, tu vois, enfin, je sais pas comment dire. Toi, t'as été plus ou moins obligé un peu de faire le parcours que tu as fait parce que t'as pas été accepté. Ouais, alors je le vends comme ça parce que voilà. Oui, non, mais C'est plus que je prends plaisir maintenant à me dire que j'ai pas trop mal réussi et qu'ils m'ont refusé. Tu vois. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une certaine satisfaction. Non, mais c'est pas tant ça, c'est plus pour dire qu'en fait, il y a souvent des voies royales, entre guillemets, ou des choix qu'on te met dans les mains. Moi, clairement, quand j'étais en discussion avec ma responsable pédagogique en terminale, elle m'a dit, en gros, fais une prépa, quoi. Elle nous a poussé à faire des prépas. Donc c'est pour ça, et sans vraiment te poser la question de vraiment ce que tu veux faire. Et je me suis convaincu pendant les 6 mois où j'ai pas été accepté qu'en fait, j'étais nul, tu vois. Et que du coup, bah, ce que j'avais, c'était moins bien. En fait, une fois que je suis rentré en DUT, je me suis aperçu que t'as un champ des possibles qui est énorme. Et à partir du moment où tu rentres quelque chose de différent, mais qui te convient quand même, et ben après, t'es parti. Et le monde change autour de ce que tu fais à l'instant T, quoi. Ouais, non, en fait, ce que je voulais dire et ce que je voulais faire ressortir par rapport à ça, c'est que t'avais une idée en tête, t'avais un objectif. Le fait de pas l'avoir atteint, ça t'a pas fait baisser les bras et fait abandonner tout court. Tu vois, tu t'es dit, tu t'es quand même accroché à ce que tu as eu et tu as continué. Et ça, je trouve que, enfin, il y en a certains où, en gros, ils avaient une idée en tête, ils voulaient par exemple faire des prépas, ils sont pas pris en prépa. En gros, ils se retrouvent dans une autre filière quand même, mais ils donnent rien. Ouais, Ils sont totalement démotivés. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis aussi, Mohamed, je me dis, est-ce que toi, Martin, c'était vraiment un objectif de ta part de faire une prépa, ou c'est parce que, comme tu dis, on t'a un peu conditionné, entre guillemets, dans le fait de dire faire une prépa, c'est bien, c'est le mieux, entre guillemets, pour réussir. Clairement, il y avait un conditionnement. Et typiquement, j'ai l'exemple d'une pote qui était avec moi en terminale, qui avait des notes excellentissimes, qui tournait entre 16 et 18 de moyenne, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui faisait partie du haut du panier d'un point de vue pédagogique. Elle, son rêve, en tout cas son objectif de travail, c'était de devenir inspectrice des impôts. Métier pour lequel tu ne dois pas faire de prépa, tu dois faire un concours public et tu dois faire des études complètement différentes. Sauf que la responsable pédagogique a passé son année de terminale à essayer de la récupérer pour lui dire non, il faut que tu fasses une prépa avec tes notes, il faut que tu ailles en prépa. In fine, elle a fini inspectrice des impôts. Après 5 ans d'études, elle a fait le concours de la fonction publique et elle est très heureuse aujourd'hui. Tu vois. Ouais. Donc ça marche dans les deux sens. Même les gens comme moi qui n'ont pas le plan et qui on leur dit va faire une prépa, bah moi à la limite j'ai été déçu, mais c'était pas mon choix de vie, tu vois. C'est plus on m'a dit fais et je fais. Donc je me suis laissé porter parce que j'avais pas on va dire de plan très défini. Elle avait un plan extrêmement défini, elle l'a pas choisi non plus et finalement ça lui a réussi quand même. Ce qui est triste, c'est les gens qui se disent bah du coup c'est mon plan de vie, on me l'a rentré dans la tête et puis ils finissent par y croire dur comme fer et si ça rate, comme tu dis, ils explosent un peu en vol. Ouais, bah moi pour le coup, on n'en a jamais parlé, mais pendant le premier podcast, je l'ai dit. En fait, comment dire, j'étais inscrit en médecine et moi c'était un peu par justement, c'était les gens qui avaient de bons bacs, etc., qui choisissaient cette voie-là. Et aussi mes parents, mon entourage, qui n'arrêtaient pas de me dire fais médecine. Et en fait, je suis arrivé à un moment donné où... Enfin, j'ai jamais fait truc. Et je suis arrivé à un moment donné où je me suis dit, attends, là, je vais m'engager sur un truc d'au moins 7 ans d'études, avec potentiellement aller jusqu'à 11 ans si je fais une spécialité. Au moins. Ouais. Et... alors, j'adore la médecine, enfin, je trouve ça un métier très noble, etc. Mais, du coup, je me disais, attends, là, si pendant les premières 7 premières années, il se passe un truc, je vais pointer quelqu'un du doigt, tu vois. Je vais dire, c'est pas moi qui ai fait le choix, on m'a quand même obligé, du coup, bon. Ouais. Et du coup, c'est parmi les raisons qui ont fait que je me suis dit, bon, je vais faire un truc qui me plaît moi, que je veux faire moi. Comme ça, même si je me rate, bah, il y aura que moi de responsable et je vais pas dire... c'est ton propre choix, quoi. C'est ça, je vais pas dire à quelqu'un de mon entourage... Tu pourras pas le reprocher, quoi. C'est ça. Ouais. Bah ça, je trouve que c'est courageux de le faire, surtout que j'ai l'impression que là, les mentalités changent un petit peu ces dernières années. Mais même moi, il y a 4-5 ans en arrière, c'était beaucoup dans les mœurs et dans la société de se dire, bon bah, t'as des bonnes notes, tu fais prépa, médecine, parce que c'est le meilleur, entre guillemets, de ce que tu peux faire et pour avoir une bonne situation plus tard. Alors que finalement, tu te dis, bah, si c'est pas ce qui te plaît,
quel est vraiment l'intérêt quoi, de faire des études comme ça. Il y a des gens avec un bac pro qui réussissent très bien et qui sont très heureux dans leur vie. Et je suis content que justement les mentalités changent un peu à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça s'ouvre un petit peu. Parce que ouais, comme tu disais Martin, les gens qui sont conditionnés et qui du coup font de leur projet de vie ce qu'on leur a dit pendant la scolarité, c'est un peu dommage. Bah ouais, surtout d'un point de vue où t'es... Toi, je te disais tout à l'heure, je sors bac plus 5, je sais pas trop ce que je veux faire, je suis obligé de creuser, j'ai pas de cap très précis. 5 ans en avant, t'es lycéen, tu sors, t'as encore moins de cap quoi. Ah oui. Alors, en tout cas pour ma part, là c'est mon expérience personnelle, tu vois, mais moi ça y est, genre à la base je voulais être trader, parce qu'il y a un prof d'histoire géo qui m'avait parlé de ça quand j'étais en 4ème. Après il y a eu la crise des subprimes, je me suis dit c'est un métier qui est un peu moins cool que ce qu'il imaginait, du coup j'ai changé d'orientation, après je voulais monter un resto. Enfin, tu vois, à chaque fois t'as des idées, mais... Après t'as regardé le Loup de Wall Street, tu te dis c'est ça ce que je veux. Et t'as vu la fin et tu dis ah peut-être pas. Tu voulais monter un resto, Martin. Parce que j'aimais bien faire à bouffer. Quel homme. Dans ma famille, ça, on mange, enfin dès qu'on se retrouve, c'est toujours autour de la bouffe, quoi. Donc je sais pas, ça me paraissait sympa. Puis ça a un projet d'entrepreneuriat, donc ça collait aussi un peu avec les études que j'ai commencé quand j'étais en DUT, où c'était quand même déjà orienté vers de la gestion de projet et de l'entrepreneuriat. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait ça m'intéressait pas plus que ça. Donc au fur et à mesure, en fait, j'ai eu des idées, j'ai les testées, et puis ça s'est pas fait, tu vois. Même aujourd'hui, je fais un métier qui m'intéresse énormément, mais je sais qu'à terme, ça sera pas forcément ce qui suivra sur les 10 prochaines années, tu vois. Ouais. C'est juste qu'il faut réussir à se reposer les questions au moment où c'est pas trop tard, quoi. Mais ça, c'est hyper dur. Enfin, Tout à fait. moi, c'est des gens qui m'ont dit à un moment donné où ils sentaient que j'allais pas bien, ils m'ont posé la question. C'est pas moi, mon propre chef, qui m'a dit réfléchis à ce que tu veux faire, sinon ça. C'est difficile, je trouve, d'entamer la réflexion de soi-même, en effet. Après, c'est bien justement que tu aies des gens pour te le dire et pour t'aider à amener à cette réflexion-là. Pareil, en fait, on voit de moins en moins, je trouve, les gens qui font toute leur carrière dans la même boîte, dans le même domaine et dans la même chose. Et ça, justement, je trouve ça bien. Enfin, en tout cas, moi, ça me correspond bien plus de... Moi, je me vois pas non plus faire la même chose toute ma carrière. Je me dis que j'ai besoin de changement à un moment, tester d'autres choses parce que... Si c'est ton caractère, ouais. Tu suis un peu cette logique. Après, il y a énormément de courage pour juste sortir de sa zone de confort. Petite pause, hein, pour dire aux gens, oui, on a testé un nouveau format, donc dans un lieu un peu plus convivial, pour être un peu dans une ambiance encore plus chill. Donc s'il y a un peu des sons d'ambiance en fond, c'est normal. Va bene. Va bene. Du coup, business manager. Business manager. Business manager. Waouh, ça claque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le titre, business manager. Le titre, le mec, putain, j'ai l'impression de pas être à côté de n'importe qui. Mais ça, c'est un peu comme quand tu choisis. C'est un peu comme quand tu choisis ton paquet de chips dans un rayon, tu vois. Si le nom est trop stylé, le paquet est trop stylé, c'est qu'il y a anguille sous roche. Business manager dans une ESN, c'est à peu près la même idée, tu vois. Tu vas peut-être nous en parler, Martin. Ouais, je vais peut-être en parler. Non, du coup, si je reviens, j'étais un peu ballotté entre je sais pas ce que je veux faire, parce que mon master, quand tu peux tout faire, tu peux aussi rien faire, c'est un peu le problème. Et souvent, ton CV, il est tellement décousu que les gens, quand ils te voient arriver, disent c'est bien, vous avez beaucoup d'expérience, mais nous, on cherche quelqu'un qui est quand même un peu plus carré sur ses attentes et ses envies. Donc, je me suis dit, compétences, ce que je sais faire, c'est de la gestion de projet, je connais les RH, je sais comment fonctionne une entreprise, et ce qui correspondait bien, finalement, c'est business manager, où tu dois recruter des personnes, on va dire interroger des clients potentiels ou des prospects sur le fonctionnement de leur entreprise et les besoins. Ça, quand tu fais de la gestion de projet, de la création d'entreprise, c'est le premier truc qu'on t'apprend, c'est pitcher ce que c'est comment tu fais un projet d'entreprise. Donc tu peux le faire dans l'autre sens aussi. Et puis le commerce, je me suis dit allons-y. J'avais été commercial dans une boîte à Paris pour une année de césure, donc je me suis dit allons-y. Et j'ai trouvé le poste de business manager qui correspond exactement à ça. C'est-à-dire que tu recrutes des ingénieurs et des développeurs en informatique et ou des gens qui sont aussi versés dans les mondes des systèmes d'information, sans être très techniques. Et tu les places en entreprise pour des missions longues, courtes, moyennes durée, sur différents types de sujets. Et à partir de là, j'ai cherché toutes les annonces d'emploi sur le bassin grenoblois qui correspondaient à ça. Et il s'avère qu'il y a un énorme turnover dans ce métier-là, donc j'ai pas eu trop de mal à trouver les annonces ni à trouver un poste.
Et partant de là, j'étais ingénieur commercial, parce que c'est le terme français de business manager. Ah, ça claque. Ouais. Ça, Ça claque moins, mais souvent en français, ça claque beaucoup moins. surtout que je suis pas du tout ingénieur. Mais Ingénieur d'affaires. ingénieur d'affaires. Voilà, toujours pas ingénieur. Mais donc, vulgairement, tu es commercial. Je suis Et ce que commercial. tu vends, c'est un peu des personnes, C'est des compétences. des compétences. Tu vends des Ouais, presta- ok. enfin, le Une terme- prestation. Prestations de terme un service. petit peu, voilà, prestation de service, prestation intellectuelle sur les domaines des systèmes d'information et plus largement de l'informatique. Ouais, donc toi, ouais, voilà. Tu t'es quand même orienté dans l'informatique, finalement. On peut le dire. Hein, Mais malgré par, toi, quoi. par défaut, parce que bon, moi je suis un peu geek par nature, j'ai joué aux jeux vidéo comme beaucoup de gamins de mon âge. J'aimais bien les projets d'informatique quand j'étais à l'IAE et les projets d'Access. Je sais pas si ça te parle. Oui, Voilà, la base de données. on a encore quelques bases en Access, mais si c'est un peu vieux. Tous les projets. Si ça me parle, les gars. Voilà, et finalement c'était un peu le truc geek qui me plaisait. Je me suis dit donc pourquoi pas aller un peu plus dans ce domaine-là sans être technique. Ouais. Et in fine, en fait, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce métier, c'est discuter avec des gens de leur problématique de système d'information et de technologie, tout confondu, parce qu'on avait une boîte qui faisait à la fois du développement, on va dire, informatique non contraint, donc c'est-à-dire des sites web, du logiciel, mais aussi de l'informatique embarquée. Donc sur du développement en C, C++, sur des machines industrielles, sur des choses qui étaient embarquées dans l'électronique et de la microélectronique. Donc ça, c'était hyper intéressant de pouvoir faire ça et d'aller discuter avec des gens divers et variés et un nombre d'entreprises assez incroyable. Et du coup, je t'ennuyais jamais là-dessus. Bon. Voilà. Par contre, ça reste un métier de commercial. Et il faut vraiment être fait pour ça. Et au bout de un an et demi, je me suis rendu compte que je n'étais pas trop fait pour ça. Arrive le Covid. Du jour au lendemain, on nous met au chômage, ils appellent ça chômage partiel, mais ils nous ont arrêté à 100%. Donc, pas trop où est le partiel dans ça, quoi. On s'est fait, ma collègue et moi, qui arrivaient en même temps que exactement la même date que moi sur le poste, un poste équivalent, on était 2 sur le secteur. On s'est fait arrêter, nos affaires ont été reprises par les directeurs commerciaux de la région. Et du coup, on nous a dit du jour au lendemain, vous ne servez plus à grand-chose. Donc j'imagine frustration de ton côté. Légère. Ouais, légère frustration et puis surtout incompréhension de se dire bah tu travailles depuis 1 an et demi puis ça commence à marcher parce qu'on a pris une prospection de zéro et on a monté des affaires avec nos clients puis on a récupéré aussi les affaires qui étaient déjà sur le Ouais, ce que sur tu le- disais, sur l'agence. ce que tu disais la dernière fois, c'est que quand tu arrives comme commercial ou comme business manager, t'as pas forcément un portefeuille à ta disposition, bah un l'idée vivier de clients et l'idée du de directeur- personnes. bah, l'idée du directeur C'est à toi commercial de tout construire. ouais, l'idée du directeur commercial à l'époque c'était mais qui était pas inintéressante c'était de dire bah repartez de zéro avec votre œil neuf et faites-vous de la prospection commerciale et trouvez votre portefeuille vos clients quoi. Sauf que ça c'est très compliqué à faire surtout quand globalement t'as jamais été vraiment commercial comme moi. Ouais. Donc tu galères, c'est des doutes, puis commercial c'est quand même beaucoup de téléphone, beaucoup de, on va dire, faut pas être trop introverti et timide, ce qui est un peu mon cas. Et du coup bah il faut ouais non mais Introverti et timide, toi. quand tu dois aller te parler à des gens qui t'as jamais parlé et que en gros t'es là, tu les déranges tous les jours en disant bah si vous avez des besoins, est-ce que Ouais. ça c'est des trucs, ça faut vraiment avoir une fibre et ou ne pas y porter attention quoi. Ouais. Et je pense que les gens qui réussissent dans ce métier-là, ils ont ce verrou mental qui a déjà sauté quoi. Ils ont pas peur du non, quoi. In fine, pour moi, ça c'est pas que ça s'est pas bien passé, mais c'est que j'étais plus à l'aise sur ce métier-là. Ouh, bah c'est normal. Puis d'un moment, t'as l'impression d'avoir fait le tour ou tu te sens pas à ta place. Mais au début, c'était incroyable. Enfin, du coup, tu trouvais plein de nouveaux métiers. T'apprenais sur qu'est-ce que c'était un développeur back, un développeur front, c'était quoi de la microélectronique, de l'électronique, du dev embarqué. Enfin, j'ai appris énormément de choses qui m'ont encore plus fait comprendre que le monde de l'informatique et le monde de la tech en général, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. C'est des sujets qui me passionnaient. C'est juste que le choix que j'avais fait de faire ce métier-là à la base pour rentrer dans ce monde-là, c'était pas forcément le meilleur par rapport à mon caractère et mes compétences. Ouais. Mais du coup, voilà, le Covid a fait qu'accélérer le fait que je sorte de ce boulot-là. D'accord. Et c'est quoi le truc où tu t'es dit il faut absolument que je passe à autre chose? C'est quand tu te lèves le matin et qu'on te dit bah tu recommences ta prospection commerciale à zéro après 1 an et demi et que tu te lèves le matin et t'as littéralement pas envie de te lever quoi. Ouais. En fait, on te demande de faire un truc où la motivation c'est pas quelque chose qui, enfin, dans mes croyances c'est pas quelque chose qui vient de manière personnelle. Enfin, c'est pas intrinsèque.
Ouais. C'est pas le matin, tu te lèves, tu te dis putain, je suis motivé. C'est forcément un facteur extérieur qui te motive. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est un peu. Il y a des gens, les américaines, des fois, ils te disent ouais, self-motivation. Genre en mode t'ouvres le placard. Chérie, il n'y a plus de motivation. On en rachète ce soir. Non, c'est plus. Tu dis, les gens, ils disent ouais, faut se motiver et tout, vas-y, t'es un battant, quoi qu'il arrive, baisse pas les bras. Allez, belle vidéo motivation. Ouais. Je me dis, la motivation, c'est pas un truc qui est inné, c'est pas un truc qui est intrinsèque aux personnes. Alors, peut-être qu'il y en a qui arrivent à se motiver tout seul, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est plus, ce que tu fais te motive. Et du coup, c'est se mettre dans une disposition qui est correcte pour toi, pour avoir des sources de motivation extérieures qui soient cohérentes par rapport à tes attentes, tes envies. Et là, tu vas faire ton job. Là, on me disait de faire un truc que je détestais le plus au monde, c'est de prospecter, donc prendre ton téléphone et d'appeler des gens que tu connais pas, de les déranger, de leur dire, bah ouais, si, il faut quand même qu'on se voit parce que j'ai du business à faire. Ouais. Il y a des gens que ça dérange pas du tout. Dans ce cas-là, le verrou il saute et puis ils sont très bons dans leur métier. Moi, j'arrivais pas à le faire. Et c'est là où je me suis dit, bon, il y a un désalignement entre ce que je veux faire, ce qu'on me demande de faire et ce que je sais faire. Et c'est là où plus le fait que on nous a un peu envoyé la trappe, les services du Covid pour récupérer des aides et nous faire partir. Pour nous faire partir à zéro sur la prospection commerciale. Et je me suis dit que j'allais changer. Mais le process, il était assez long. Hein. C'est pendant 1 an, je me suis posé des questions, je suis de plus en plus démotivé. Donc forcément, quand t'es démotivé, tu perds d'efficacité au taf. Et après, j'ai démissionné et je me suis dit, j'ai un projet perso, c'était de retaper un appart. Et après, je recommencerai à zéro sur un autre truc. Ouais. Après, je trouve que c'est déjà super bien d'avoir eu d'un côté, d'avoir eu le courage de démissionner et même d'avoir pris le temps et le recul en fait de la réflexion. Surtout que tu étais quand même assez jeune quoi, dans le monde professionnel, même jeune tout court, on peut dire. Moi, j'avais 3 ans d'expérience. Ouais. 3 ans d'expérience, Post Nostar, quoi. T'arrives à faire un peu un retour sur l'expérience de ce que tu vis et après avoir le courage de dire je plaque tout pour faire mon projet et ensuite tout recommencer. Ouais, après, je suis pas tout plaqué. Je suis parti. Oui, je me suis assuré d'avoir l'étude nécessaire pour vivre pendant une période assez. Oui, après, ça c'est logique. C'est plus, je suis parti en me disant ça marchera pas. De toute façon, je reste 2 ans de plus où je pars maintenant, je serai toujours malheureux. Et je suis parti avec un projet perso. Je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de dire tu démissionnes, mais il faut avoir un truc. Oui, t'avais un truc derrière, quoi. Que ce soit professionnel ou personnel, je suis parti avec un projet, ça qui m'a tenu. Et le fait est que quand j'ai terminé mon appart, j'avais pas d'après. C'est-à-dire que le projet, après l'appartement, je n'avais pas réfléchi. Et j'ai littéralement passé 2 mois à rouiller chez moi, à jouer aux jeux vidéo, parce qu'encore une fois, je suis un peu geek. Et heureusement que j'avais quelqu'un à la maison qui m'a dit, maintenant, il va falloir faire autre chose, quoi. Ouais. Puis après, il y a la thune qui m'a rattrapé aussi. Au bout d'un moment, quand t'as plus de quoi manger, faut plus travailler. Et du coup, j'ai fait le re-état des lieux comme j'avais fait quand j'étais parti en tant que business manager et je me suis dit c'est quoi tes compétences à t'installer, qu'est-ce que j'ai appris de plus que quand je suis sorti de l'école, et c'était les mêmes compétences mais dans un domaine spécifique qui était le monde de l'informatique. Et je me suis dit faut creuser là-dessus. Après, moi ce qui m'étonne dans ce que tu dis, tu diras ton ressenti, mais c'est le naturel avec lequel dans ta tête tout le monde, c'est hyper facile de faire cet exercice-là, de le faire. Non, c'est pas facile du tout, mais moi je te le dis comme si c'était facile parce que je suis après et ça a marché, tu vois. Oui. Mais quand t'es dedans, je te dis, j'ai galéré pendant 3 mois à savoir ce que je voulais faire. Oui, mais juste avoir le déclic de le faire et d'aller faire cette démarche-là et d'entendre potentiellement des choses qui te plaisent pas, parce que quand tu fais une introspection, généralement, on parle de tes qualités, mais on parle aussi de tes défauts. Ouais, ça va dans les 2 sens. Ouais. Donc, c'est pas facile non plus d'aller faire cette démarche-là et de... Il y a pour ma part, il y a 2 facteurs qui ont marché. C'est déjà, t'es dans une situation où faut se rendre compte que ça va pas, et il faut effectivement accepter que ça va pas. Ça, c'est le premier palier. Et le deuxième truc, c'est que tu peux pas le faire tout seul. En tout cas, moi, je l'ai pas fait tout seul. C'est quelqu'un qui m'a poussé au cul, en l'occurrence ma compagne, et qui m'a dit, et qui m'a aidé à réfléchir sur ce que je voulais faire. Ouais. Après, ça peut être n'importe qui, parce qu'il suffit que tu sois avec quelqu'un qui soit pas du tout dans ton domaine, qui soit pas du tout, on va dire, axé sur ce type de développement personnel, ça marchera pas. Et ça peut être quelqu'un avec qui tu t'entends très bien et qui t'es très proche, ton plus un, n'importe qui. Ouais.
Mais ça peut être aussi ton pote, tes parents, un ancien collègue, peu importe. Il faut juste trouver quelqu'un avec qui pouvoir discuter de toi, de manière objective, sur ce que tu sais faire, ce que tu voudrais faire. Et du coup, l'écart entre les deux pour atteindre ton objectif. Je sais pas si vous... Désolé, enfin, je rebondis un peu sur ça parce que c'est un truc que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Mais en gros, pour ce genre de démarche-là, aujourd'hui, tu peux t'aider avec un ChatGPT, un Gemini, un Copilot. Ouais. En gros, tu as des prompts prédéfinis où en gros, tu envoies ça à l'IA à laquelle tu utilises et en gros, tu lui donnes un ordre de questions qu'il va te poser. Et à la fin, en gros, tu as un dernier prompt que tu dois faire qui te dit, où tu lui dis, en fonction des réponses que je t'ai données, fais une analyse et sors-moi ça. Et je sais pas si ça... J'ai jamais utilisé, Mais en gros, enfin, je sais pas ce que ça vaut en soi. j'ai envie de te dire, si ça t'aide, ça vaut au moins une aide. Oui, non, mais ce que je dis, j'étais impressionné du fait que, à travers après, bon, c'est biaisé, c'est pas un être humain, etc. Mais Ouais, en fait, ouais, c'est moi, c'est si t'as pas de contact, tu peux... Ouais. Oui, Peu importe la source de réflexion, à partir du moment où tu as une réflexion, ça te permet d'avancer. c'est ça. oui, ça peut te permettre de réfléchir, je pense, mais après, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que tu as tout l'aspect, la sensibilité humaine que tu n'auras pas. Oui. Moi, personnellement, tu vois, je pense que ça pourrait pas me correspondre, en tout cas. Après, ça peut, par contre, t'aider à t'amener à te poser des questions. Oui, là-dessus, ouais, ça peut être pas mal. Mais d'ailleurs, c'est un peu la base du truc, c'est que si tu te poses pas de questions, t'avances pas. Oui. Et après, pour se poser des questions, que tu utilises une intelligence artificielle, que tu utilises ton conjoint ou ton premier pote que tu trouves, tant que tu te poses les questions qui te font avancer, ça c'est ok quoi. Et par contre, le process, enfin, encore une fois, tu disais, peut-être donne l'impression que c'est facile. Ouais. C'est pas facile du tout, c'est juste qu'il faut arriver à se le faire de manière régulière quoi. Ouais. Oui, c'est le fait de pouvoir le faire de manière régulière qui est... Quand je dis régulière, hein, c'est pas tous les jours, c'est Oui. une fois par an, c'est déjà bien quoi. Ouais. Et c'est un truc qu'on fait encore avec ma compagne, tu vois. Et c'est... Je trouve ça incroyable en vrai. Enfin, Ouais. Et moi, j'allais te demander, est-ce que ça devient de petit à petit naturel, ou est-ce que vraiment, par exemple, tu te dis là, demain, on va se poser et on va faire une introspection, En fait, c'est une accumulation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te rends compte, ou pas, d'ailleurs de manière inconsciente, tu vas pas bien. Ouais. Et au bout d'un moment, tu conscientises le mal-être, et tu te dis, là, je sais pas, ça fait 2 mois que je me plains de mon chef ou de ma chef qui me casse les pieds, ou mon boulot, ou un truc qui va pas, et au bout d'un moment, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu plus que juste une situation, on va dire, instantanée, une situation qui est temporaire. Ouais. Et à partir de là, tu te dis, si c'est pas temporaire, c'est que ça va rester. Et si ça reste, ça va ne faire qu'empirer, quoi. Oui. Et le boulot, c'est hyper cool, hein, mais ça l'effet pervers de se dire, tu t'enfermes souvent dans une dynamique, tu fais des acquis, t'es reconnu pour ce que tu fais, ou pas, peu importe. Mais du coup, tu t'enfermes dans quelque chose, et si au moins tu prends pas de recul pour te dire, je suis enfermé quelque part, est-ce que ça me va vraiment ou est-ce que ça me va pas, là tu finis soit en burn-out, soit malheureux, soit aigri, quoi. Ouais. Après, moi je pense que cet exercice-là, c'est bien de le faire, même s'il n'y a pas d'urgence, en fait. Aux préventions, c'est encore mieux, c'est comme tout, hein, mais... Ouais, même pas, en prévention, juste pour évoluer tous les jours. Peut-être t'es bien où tu es et tu veux pas faire plus ou moins, tu peux juste rester stable, tant mieux pour toi. Mais cet exercice-là, je trouve que c'est intéressant de le faire pour pas justement arriver à des points où t'en arrives à être malheureux dans ton boulot, où tu sens qu'il n'y a pas de valeur, etc. Mais c'est à toi d'aller chercher. Et je pense que en entreprise, en tout cas, tant que tu fais bien ton travail, etc., on va pas venir te chercher. On va pas venir te dire on va te faire changer de taf. Tu vois, en tout cas pas naturellement. Il y a certaines entreprises qui font cette démarche-là, mais c'est pas. Puis c'est même l'effet pervers un peu inverse, c'est-à-dire que plus tu fais ton taf de manière correcte, voire tu le fais très bien, moins on va te demander de changer parce que t'es important là où t'es et ça fait fonctionner l'entreprise. Oui. Par contre, si ça te plaît pas, ça on s'en fout. Oui. D'autant plus dans les grandes boîtes dans lesquelles on bosse. Même, je sais pas, un peu moins bosser dans les PME, et j'en ai fait quelques-unes, mais
c'est toujours un peu pareil. Si t'es utile, on va pas te demander de changer. C'est ça. Sauf que t'es utile jusqu'au moment où ton cerveau il casse, quoi. Oui, non, mais enfin, sans arriver à casser ou quoi. Enfin, on peut avoir quelqu'un qui Ou est stable, juste normal. se démotiver et Oui. être moins efficace, et du coup, bah, c'était mieux avant, quoi. Oui, et du coup, Ça va tailler. cette démarche-là, juste pour d'un point de vue personnel, penser à potentiellement changer, c'est cool de le faire, et je pense que c'est un réflexe pas difficile à avoir ou à acquérir, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Pour Du coup, je sais pas si je parle de réflexe, mais carrière. c'est. En plus, t'as plein de manières différentes de le faire. Mm. Moi, quand j'ai essayé de me remettre dans le monde professionnel après mon projet perso et de dire bah, qu'est-ce que je veux faire, j'ai cherché des métiers en fait que je vendais, product owner, gestion de projet en informatique, etc. Sauf que zéro compétence sur le papier. Ouais. Et du coup, en fait, quand je faisais un entretien, je me faisais retoquer en permanence, dans le sens où bah, c'est bien, vous avez quelques connaissances sur le truc, vous êtes motivé, des compétences par ailleurs, mais nous on cherche quelqu'un qui a de l'expérience. Ouais. Donc là, démotivation c'est vrai. complète. Et en fait, j'ai fait un truc, je suis allé sur l'APEC et j'ai rencontré une consultante de l'APEC pour la réorientation professionnelle. Ouais. Après, moult incitations de ma compagne qui m'a dit faut que tu fasses ça. Ouais, je vais le faire. Faut que tu fasses ça. Ouais, je vais le faire. En fait, c'est un process qui est pas facile parce que tu remets en question ta façon de fonctionner et tu acceptes que les gens t'aident Oui. de l'extérieur et qui disent bah là, va falloir saigner un peu, quoi. Oui. Et ça, Mais c'est dur. c'est ce que je t'ai dit. Enfin, moi, en tout cas, je sais que pour les fois où j'ai dû me poser ce genre de questions, ce qui me faisait peur, c'était d'entendre mes défauts aussi, tu vois. Parce que, encore une fois, oui, tu les connais, mais t'es un peu dans le déni. T'es là Ouais, en mode. c'est ce que j'allais dire. Tes défauts, tu sais très bien commenter, mais souvent tu les caches un peu sous le tapis. Tu te dis, bon. Enfin voilà, tu te l'avoues jamais vraiment, je pense. Enfin, c'est difficile en tout cas de se l'avouer. Et puis, Puis souvent, les meilleures personnes pour t'aider, c'est les personnes avec lesquelles t'es le plus proche. Oui, ouais. C'est celles qui connaissent le mieux. Mais c'est aussi les pires parce que tu acceptes moins d'entendre des critiques de leur part parce que tu les connais trop, t'as trop un bagage affectif, émotionnel. Oui, etc. tout à fait. Puis c'est plus difficile d'être En tout cas, objectif avec quelqu'un la première. très proche. Donc, se tourner vers des options, des professionnels qui sont objectifs et globalement que tu sois d'accord ou pas avec eux, ils sont là avec toi pendant une heure, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est ça. Donc, enfin, c'est pas qu'ils en ont rien à faire, mais c'est qu'ils vont pas prendre parti, ils vont pas avoir trop d'état d'âme sur d'autres c'est ça. trucs. Donc, ça te fait avancer. Et donc toi, ça t'a fait du bien dans ton cas, ce qui t'a permis ensuite, c'est ça, d'enchaîner sur une reprise d'études. Oui, exactement. Et ça a pas fait mal de reprendre les études après. Honnêtement, alors ça, c'est pareil, c'est ultra personnel, mais moi, ça a été une meilleure période de ma vie. Après, moi, je suis reparti en études, j'avais pas de gamin, j'avais pas trop de responsabilités, j'étais en alternance, donc j'étais payé, j'avais un salaire, donc c'était pas non plus... l'objectif, si tu veux, de subvenir à mes besoins a été rempli. À partir du moment où je suis rentré en master et que j'étais payé en tant qu'alternant. Oui, t'étais pas en mode. Je pense que la configuration alternant, elle est quand même très différente de la configuration juste étudiant. Ouais, je pense que Ça te permet de repartir moins de zéro, entre guillemets, quoi. Parce que t'as quand même une sécurité un peu derrière. En fait, là, j'ai juste refait un petit pas en arrière sur les études pour me dire je me re-spécialise dans l'informatique, plus précisément le management des systèmes d'information. Et du coup, dans ce cadre-là, je me suis dit, bah ouais, ça va, c'est clairement abordable et c'était même agréable de retrouver ce mode-là. Après, j'étais encore assez jeune, je pense qu'on a tous vu, enfin, moi j'ai vu dans mon Master 2, le premier que j'ai fait, des gens qui avaient plus de 40 ans, 50 ans, qui repartaient sur des études. Et là, c'est un autre niveau c'est un vrai niveau de courage qu'il faut avoir et c'est un vrai niveau d'abnégation et d'investissement. Mais ça a marché aussi pour eux, je pense qu'ils l'ont fait à un moment de la carrière où ils étaient... Après, il n'y a pas forcément une question de génération, c'est plus, il y a un instant où tu te sens pas bien dans ton boulot et il faut que tu changes. Et c'est une bonne façon de valider des acquis et de faire une autre entrée dans l'entreprise qui est validée par ton diplôme. Malheureusement, pas malheureusement, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche, en tout cas en France. Et ça, ça marche bien. Et est-ce que justement aussi de voir qu'il y a toujours, entre guillemets, plus âgé que toi, que c'est, on va dire, ça t'a permis de relativiser un petit peu, on pourrait dire ça? Ah oui, t'es toujours plus jeune ou plus vieux qu'une autre personne. Donc après, moi quand je suis arrivé en Master 2, justement pour ma réorientation, j'avais 50 plus que les gens qui étaient là. Et ils me traitaient de vieux, tu vois, de manière affective, mais
Donc, comme nous, quand on a eu des gens qui avaient 40 ans quand on était en master, alors pour qui étaient encore plus vieux que nous, bah pareil, on les a vus de manière. C'était un peu des animaux rares pour nous aussi, tu vois. C'est juste que globalement, à partir du moment où tu es investi et que tu as fait ton master, ce problème d'âge, il passe. Tu nous as foiré la bande-son, Ouais. tu as ton sèche-cheveux. Ouais, là, la Momo en plus, ses cheveux qui est Ouais, Ouais, pas forcément. pas forcément utile. utile, quoi, mais bon. De toute façon, après, je suis pas sûr qu'on ait grand-chose de plus à se dire, mes amis. Non, là, moi je dirais que peut-être tu nous as pas dit ce que tu avais repris comme étude. Là, c'est vrai que j'ai Peut-être pas. redire et parler de ton. Peut-être toi maintenant, ce que tu fais. Et éventuellement, si tu as déjà des projets pour le futur ou pas. Ce serait pas mal, quoi. Bah, du coup, après mon master, je suis arrivé dans une entreprise. Alors, j'ai pas le droit de dire mon entreprise. rapproche-toi. Après, voilà, Martin, Une entreprise du CAC 40 qui a un logo vert. on dira Bref, rien. On travaille dans la prise électrique. Mais pas que. Et donc, alternance, très important pour moi pour pouvoir avoir un salaire, pour pouvoir retourner directement dans le monde du boulot et dans le monde du travail, avoir un boulot qui m'apprend des choses de manière concrète, ce que j'avais pas encore fait dans mes précédentes études. Et donc, je suis arrivé dans cette fameuse entreprise dont on ne peut pas citer le nom, en tant qu'alternant. Et là, j'ai enchaîné un an d'alternance, j'étais embauché en entreprise. Donc, le pari a été rempli, entre guillemets, entre je voulais changer de type de métier et je voulais trouver une entreprise. Donc les deux se sont faits ensemble, donc double avantage pour l'alternance. Et c'est encore le poste que j'occupe actuellement en tant que responsable de la qualité des données, data analyst, sur la partie référentiel produit dans l'entreprise. Donc on gère toute la partie donner des produits, de créer un produit, on le vend à notre client sur le site internet. Il faut être en cohérence entre tous ces environnements-là sur la donnée qu'on fournit, que ce soit une donnée de prix, une donnée de dimension, une donnée marketing, ou tout type de données, tout type de domaine qu'on fournit, pour que le business en fait tourne correctement. Qu'on soit cohérent entre le marketing et le terrain où on vend notre produit. Ouais. Super intéressant. Et moi, la question, elle va recouper avec ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu fais du management ? Indirectement. Je gère du projet donc, informatique. On délivre des solutions pour améliorer la qualité, pour suivre des dashboards et faire de l'amélioration de qualité sur nos données d'offres. Et du coup, dans ce sens-là, oui, je gère des développeurs sur des projets. Et c'est pas du management à proprement parler où je gère la carrière des gens et je suis leur manager direct. Mais t'es pas un people manager. C'est Actuellement, mon ouais. chef qui s'occupe. Et je suis bien Ouais. content de plus faire ça parce que c'est un métier qui est compliqué, il faut vraiment être dedans et c'est pas le genre de choses que j'aimerais faire sur le long terme. Et moi, ma question, alors là, l'exercice était d'un peu parler de ton parcours et de regarder derrière. Est-ce que maintenant que tu regardes ça, tu te sens comment ? Est-ce qu'il y a de la fierté Alors, je sais pas si c'est de la fierté, mais je suis juste content d'être arrivé à un endroit où, tu vois, je me projette sur plus de 2 ans en me disant ça me plaît ce que je fais. Ouais. Je dis 2 ans, ça peut être plus, mais je me projette au moins à 2 ans. Je me dis sur les 2 prochaines années, est-ce que je me vois continuer ce que je fais ? Oui. Du coup, je pense ça serait bien que je te propose l'idée, mais on verra après. J'aimerais bien que tu laisses un truc pour nos auditeurs. Je sais pas, une phrase, une citation, quelque chose que t'aimes bien. Une dédicace, vas-y, si Ouais. c'est ta maman que t'as envie de... Non, mettre pas dans en ce avant. sens-là, mais genre, dans le cadre Sébastien. dans le cadre du podcast et de la philosophie du podcast, si tu devais donner un conseil ou un truc comme ça, tu dirais quoi ? Ah, si je devais donner un conseil ? Va bene. Ouais. Je veux que ça finisse avec va bene, Après, et c'est tu vrai que- dises va bene à un moment donné. Je trouve que c'est plutôt logique que tu me poses la question, vu que j'ai 40 ans d'expérience dans le monde professionnel, et que c'est un âge et c'est un degré d'expérience où je peux me permettre de donner des conseils à des gens, tu vois. Ouais. Donc j'allais dire honoré, mais je pense que c'est normal en fait que tu me poses la question. Ouais, En tout cas, tu fais vachement jeune, Martin. Ouais, c'est cool. ouais. Ça. Comme ça, de près. Ouais, non, c'est parce que quand t'as un métier qui te plaît, en fait, ça te fait pas trop vieillir. Ouais. C'est Un vrai. conseil, c'est plus... tu me prends de court. Un conseil pour les jeunes qui nous écoutent. Un conseil pour Non, mais en vrai, j'en sais rien. Non, et sans toi Si tu légitime veux de dire ce que va t'as bene, envie, en fait. Je pense que je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est plus... Attendez pas qu'il y ait un problème et ne pensez pas pouvoir régler un problème tout seul.
Non, si jamais je devais vous donner un conseil, ce serait ne restez pas tout seul. Allez chercher de l'aide quand vous avez des problèmes. Ça, c'est un conseil universel, c'est une espèce de lieu commun incroyable. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais c'est quoi ces questions ? Je peux pas répondre à des questions comme ça, moi. Bah, moi, je trouve que tu as super bien répondu. Et en tout cas, c'était très intéressant, Martin. Oui, il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse. Enfin bref, en tout cas, merci Martin de t'être prêté au jeu deux fois. Et franchement, une fois pour l'entraînement, ouais, voilà. Fois qui sera Et franchement, je savais pas à quoi m'attendre. Moi, je vous avoue, j'avais un peu une appréhension dans le sens où, comme on s'était déjà dit les choses, Oui. mais que on pouvait pas le faire partager aux autres, je m'étais dit comment ça va se passer. Souligne, il le fait encore une fois que c'était... Non, j'ai pas dit à cause de qui c'était. Après Mohamed, si tu veux prendre la faute de Mohamed. Mohamed décide s'il veut prendre la responsabilité ou On non. va pas dire de prénom, sinon on se met à dos un certain chauve qui porte du moutarde en ce moment. Un chauve à lunettes. Non, en tout cas, merci Martin. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai trouvé même, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, à chaud, que cet enregistrement-là était encore plus intéressant que le premier. Ouais. Dans le sens où ça a été différent, mais on a pu aborder les choses sous un autre angle. Et moi, j'ai vraiment apprécié. Et ça nous a permis de tester un nouveau format. Nickel. Et un nouveau micro. Un nouveau micro, un nouveau format. J'espère vraiment quand même que les bruits de fond, etc., ça va passer. Mais au pire, ce sera brut. Ce sera authentique. Comme ça, dans c'est tous les fait. cas. Merci à vous. Merci. Merci. Bon, épisode incroyable avec montagne russe sur cet épisode. Ascenseur émotionnel. Petit easter egg pour cet épisode, on l'a tourné 2 fois. On a eu un petit souci technique, on va dire, sur la première fois où on n'a pas enregistré. On a parlé, on a... 30 secondes. Ouais. Oui, ça n'a pas enregistré, quoi. Ça aurait été un épisode assez court. C'est ça. Donc, on a vraiment discuté, parlé de plein de sujets. Malheureusement, on n'a pas pu enregistrer ça. Martin nous a fait l'honneur de nous accorder de son temps pour une 2e fois. Et franchement, la discussion était très enrichissante. En tout cas, j'ai beaucoup appris et très impressionné par le fait et la facilité, on va dire, avec laquelle le cheminement de remise en question était évident pour lui. Et ça, je trouve que c'est très, très, très important pour pouvoir évoluer aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Tout à fait, je te rejoins totalement là-dessus. Je dirais même que je pense que Martin a fait preuve sur ce sujet-là, en tout cas, le reste, je ne peux pas savoir, mais d'une très grande maturité pour arriver à se remettre en question de la sorte. Et ce qui est vraiment quelque chose on peut le dire, que j'admire, quoi, parce que pour moi, c'est hyper difficile de faire ce cheminement-là. Et pour te rejoindre aussi sur le fait d'enregistrer 2 fois, moi, j'avais une petite appréhension sur le fait de devoir réenregistrer quelque chose dont on avait déjà parlé. Mais finalement, la discussion s'est très bien déroulée de façon naturelle, aussi bien la 2e que la première fois, avec des angles de discussion un peu différents. Le 2e enregistrement était aussi tout aussi enrichissant que le premier, je pense, voire même plus de mon point de vue. Donc ouais, super épisode. Pour le premier avec un invité, je pense que c'était pas mal. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Ouais. Et dommage pour vous. Nous, on a pu profiter de ce moment-là 2 fois. Donc, merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et si vous vous posez des questions sur la vie professionnelle, venez vous poser avec nous. Merci tout le monde. Ciao, ciao.